Affirmatif, nous avons une visibilité de 20 à 25 km avec amélioration très nette depuis quelques heures. Nous envoyons un bateau à votre rencontre. Départ prévu, 11 heures. Après 3 jours d'attente, nous allons pouvoir décoller. Destination l'archipel Juan Fernández au large du Chili, 2 îles en marge du monde où vivent 500 personnes. Ces gens jouissent d'une paix et d'une tranquillité extraordinaires. Ils pratiquent un système de troc. Les pêcheurs, par exemple, échangent des langoustes contre des biens dont ils ont besoin. Un blouson, par exemple, vaut 4 langoustes. Décollage de Santiago du Chili. Les sommets de la cordillère s'éloignent lentement. Nous volons plein ouest. 3 heures de vol au-dessus du Pacifique avant de voir apparaître la masse sombre de l'île principale, l'île de Robinson Crusoe. Le vent qui souffle en rafale va rendre l'atterrissage périlleux. La piste de 600 mètres en terre battue, perchée sur un éperon rocheux à l'extrémité de l'île, ne pardonne pas l'erreur de pilotage. Ils ne sont d'ailleurs que 2 pilotes à risquer la traversée en cette période de l'année. Nous sommes au printemps, des pluies diluviennes ravinent la piste régulièrement et la violence des vents oblige parfois les pilotes à rebrousser chemin sans même se poser. L'île Robinson Crusoe. Une île volcanique où n'atterrissent que de rares privilégiés. Tantôt touristes curieux, tantôt pèlerins en quête d'histoire. J'avais un très grand désir de venir sur cette île que je découvre enfin, et cela pour des raisons sentimentales. En effet, mon aïeul, Don Juan Egañez, qui fut l'un des pères fondateurs du Chili au moment de l'indépendance, a été exilé sur cette île avec d'autres patriotes. À l'âge de 5 ans, lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai gardé en mémoire cette image d'un tableau de Robinson Crusoe à la maison. Pourquoi la divine providence m'a permis 80 ans plus tard de rendre visite à Robinson Crusoe sur son île. Quelques habitants également, de retour du continent, remercient les dieux. Le voyage n'est pas fini. Le village se trouve à l'autre extrémité de l'île, à 23 km. Par les chemins de chèvre, seule voie terrestre, il faudrait marcher toute une journée. En barque, il faudra 3 heures. Vue du large, l'île Robinson Crusoe ressemble aux îles polynésiennes, avec ses montagnes découpées, sa végétation abondante et ses sommets qui avoisinent les 1000 mètres. Les températures y sont fraîches et les pluies abondantes. Bien que situé au sud du Pacifique, l'archipel présente bien des ressemblances avec les Açores dans l'Atlantique Nord. Le climat y est tempéré, mais surtout très humide. C'est ici qu'une centaine de familles vivent dans un décor de western, fait de maisons de bois, de mules et de cavaliers. Pas de rue goudronnée, pas de voiture, seul de temps à autre le bruit d'un marteau, d'une scie ou d'un bateau qui s'éloigne. Nous sommes à Cumberland Bay, la baie la plus protégée de l'île Robinson Crusoe. La baie où pour la première fois en 1574, un conquistador espagnol, Juan Fernández, mit pied à terre. Il prit possession de ces terres au nom du roi d'Espagne et bientôt les premiers colons, doublés d'une communauté de jésuites, s'y installèrent. L'expérience ne dura qu'un temps et l'île à la fin du XVIIe ne comptait plus d'habitants, sinon des pirates anglais qui régulièrement y trouvaient refuge. C'est dans ce contexte qu'un marin va débarquer sur l'île en 1704. Il s'appelle Alexandre Selkirk, voyage sur une galère anglaise, le Cinque Ports, et ne s'entend plus avec le capitaine. Ce naufragé solitaire,
inspirera le personnage de Robinson Crusoe à l'écrivain Daniel Defoe. Une histoire véridique à l'origine donc, avec pour décor cette île. Imaginez, le 7 février 1704, le marin anglais Alexandre Selkirk aborde seul le purgatoire qu'il s'est choisi. C'est à peine s'il sait où il se trouve. Il avait seulement demandé à quitter le navire sur la première terre venue. Lorsqu'il découvre que l'île est inhabitée, il tentera de revenir sur son choix. Trop tard. Le Cinque Ports est déjà reparti. Mais ce qui ressemblait au purgatoire va s'avérer être un paradis. Le 17 novembre, écrit-il sous la plume de Daniel Defoe, je commençais à creuser le rocher. Le 20 décembre, je portais mes meubles dans ma caverne et fis une table de cuisine pour apprêter mes viandes. Une mission d'historien anglais a pu établir la probabilité que cette grotte naturelle soit bien celle où vécut Alexandre Selkirk. Ainsi, pour se rendre au sommet de la montagne d'où il scrute l'horizon, Selkirk n'a qu'à remonter l'étroite vallée derrière sa caverne pour atteindre l'observatoire naturel qu'il a découvert. 2 à 3 heures de marche, des chemins de chèvres qu'il emprunte, et toujours cette végétation luxuriante, faite essentiellement de fougères géantes. Arrivé au sommet, Selkirk contemple l'horizon pendant des heures, des jours, des années. Mais rien, pas un mât, pas une voile, personne qui puisse faire écho à son désespoir. Selkirk restera 4 ans et 4 mois sur l'île avant qu'un bateau pirate anglais de passage ne le récupère en 1709. Une plaque rappelle le souvenir du marin écossais originaire de Largo, dans le comté de Fife. Plus discrète, cette autre plaque de marbre gris apposée en 1983, elle indique qu'Alan Jardine, descendant de Selkirk, est passé par là et lui rend hommage. Mais il existe d'autres cavernes, d'autres grottes sur l'île. Celles-là ne sont pas naturelles. Elles ont été creusées par des prisonniers qui, exilés ici au début du XIXe siècle, s'opposaient à la tutelle de l'Espagne. Progressivement, l'activité pénitentiaire va laisser la place à la colonisation et à la mise en valeur de l'île. Ainsi, en 1877, un baron suisse, le baron Alfred de Roth, en obtient la concession. Avec une quarantaine de colons, il développe l'exploitation des ressources de l'île et introduit la pêche à la langouste. C'est lui, le premier, qui importe ses baleinières des États-Unis afin d'intensifier la production de langoustes. En 1891, un Français, Désiré Charpentier, s'établit lui aussi sur l'île à la demande du baron. Aujourd'hui, ses descendants sont près d'une trentaine sur l'île Robinson Crusoe. Je suis d'origine française. Mon grand-père est né à Marseille. Vous vous appelez Charpentier? Oui, c'est ça, Charpentier. Mais il y a aussi des Allemands ici. Les Schiller. Vous savez dans quelles circonstances votre aïeul est arrivé sur l'île? Oh, il a fait naufrage ici. Et il est resté ici pour travailler. L'un de mes grands-pères était espagnol et l'autre mexicain. Et nous, les descendants, nous sommes là. On ne sait plus à quoi ressemble le Mexique. Me llamo Charpentier. Me llamo De Roth. Me llamo Schiller. Me llamo Bech. Me llamo Green. Me llamo Hill. Me llamo Robinson. Un prénom célèbre et une dizaine de noms de famille résument l'histoire de l'île. Chacun d'eux est rattaché à une anecdote, à des histoires de naufrage
d'exil ou d'amour. Dans cet univers clos, la nature, depuis des millénaires, a pris le temps de développer des espèces uniques. Ce palmier Chonta, par exemple, ou ces canneliers, ont bien des cousins en Nouvelle-Zélande, mais ces variétés ont connu leur propre évolution ici sur l'île. Les oiseaux, en revanche, sont plus rares. Seule une variété, le picaflore, un rouge-gorge, est reconnu originaire de l'île. Il est plus facile de l'entendre que de le voir. Plus de 140 espèces de fougères géantes, mais plus de bois de santal. Il a disparu depuis près d'un siècle par la faute des hommes. Voici le Thyrsoppteris elegans, une des variétés de fougères géantes de l'île de Robinson Crusoe. C'est une espèce propre à l'île. Oui, c'est une variété de fougères qui s'est développée ici, en s'adaptant au climat. Mais cette espèce, tout comme le reste de la végétation de l'île, a des rapports phytogéographiques avec la Nouvelle-Zélande, Hawaï, le Mexique. En dépit de la distance, il y a beaucoup de ressemblances. Malheureusement, les compagnies marchandes se sont installées ici dans le passé et ont tellement exploité le bois de santal, par exemple, sur les collines, qu'il a aujourd'hui complètement disparu. Elles vendaient ce bois en Europe à bon prix. Elles ont procédé de la même façon avec les phoques de l'île, qui ont bien failli disparaître eux aussi. Un capitaine américain, le capitaine Stewart, est à l'origine du plus grand massacre de l'histoire de l'île. Avec sa flottille, en moins de 7 ans au début du 19e siècle, il a tué pour le compte de la compagnie de commerce qu'il avait créée plus de 3 millions de phoques de l'Antarctique. L'espèce, qu'on ne retrouve qu'en cette partie du monde, sera même considérée comme éteinte au début du siècle. Commerce de la langouste également pour cette conserverie dont il ne reste que les vestiges. Aujourd'hui, la langouste demeure au centre de la vie de l'île, mais l'artisanat l'emporte. Tu fabriques des casiers, grand-père? Oui, j'en fais encore 4 ou 5. Tu te prépares pour la pêche à la langouste? Chaque pêcheur prépare une trentaine de casiers au mois de septembre. Dès l'ouverture de la pêche en octobre, il ira les poser sur sa concession. Pendant les 4 mois d'attente, il reste la pêche, sole, flétan et saumon de roche abondent dans ses eaux. Une fois par mois, lorsque les conditions météo le permettent, ce petit navire, l'Aphrodite, fait la traversée depuis le continent. À son bord, quelques passagers, mais surtout 30 à 40 tonnes de marchandises commandées par les Iliens au voyage précédent. Le rituel de l'Aphrodite, le seul bateau qui assure ce service, commence par la distribution du courrier. Ah, mi hija, güey. Vieja, vieja. Vient ensuite l'affichage de la liste détaillée des marchandises
Avec les noms des bénéficiaires, chacun peut ainsi savoir si ses commandes sont arrivées. Les Iliens, ces dernières années, sont entrés de plein pied dans la société de consommation. Des légumes à la bière, en passant par les machines à laver, les bouteilles de gaz, presque tout arrive du continent, tandis que l'île ne produit que des langoustes. Les quantités à débarquer sont telles que même la vieille Jeep a été remise en état pour l'occasion. Mais les petits ânes, attelés aux carrioles, se chargeront du transport et de la distribution. Indépendante, l'île Robinson Crusoe? Non. Sa survie économique dépend du continent, tandis que l'État, dans un souci de contrôle politique, y a installé les représentants des trois armes à demeure. Il y a une vingtaine d'années, 2 gendarmes suffisaient. Et puis, comment freiner la modernité? En 1987, l'État a installé cette énorme parabole. Au menu, une chaîne de télévision, la chaîne nationale. Et le risque de voir la vie communautaire de l'île disparaître rapidement. Mais si les 500 habitants de l'île Robinson Crusoe sont entrés de plein pied dans l'ère de la consommation, sur l'autre île de l'archipel vivent de véritables Robinsons que le monde moderne n'a pas atteints. 2 mois qu'ils n'ont pas vu venir le bateau. Et pourtant, leur île, l'île Alexandre Selkirk, n'est qu'à 200 km de l'île Robinson Crusoe. Dans le passé, seuls quelques prisonniers y ont séjourné. Actuellement, 4 familles y vivent, en marge du monde. À chaque voyage de l'Aphrodite, un carabinier vient s'informer des réalités et fera son rapport. Une démarche dérisoire quand on sait que l'État ne dispose d'aucun moyen pour porter secours à ses habitants. Pas de plage, pas d'embarcadère, des sommets qui culminent à 1500 mètres et des falaises qui tombent à pic. La seule façon d'aborder, la voici. Sitôt la barque à terre, il faut la mettre à l'abri de la houle. 2 enfants, 4 femmes, 10 hommes, les Robinsons de l'île Alexandre Selkirk vivent ici à l'année, loin de tout. Les plus chanceux habitent les maisons des ex-prisonniers. Pas d'électricité, pas de télé, pas de réfrigérateur. Los víveres nosotros nos llegan bastante caros, muy caros los víveres por el flete. Les marchandises arrivent ici très chères à cause du prix du fret. 120 pesos le kilo actuellement. Mais par ailleurs, la viande est gratuite, l'île est pleine de chèvres sauvages. Le poisson est également gratuit, la langouste aussi. La langouste. La présence de ces familles dans cet univers s'explique par cette pêche. Ici, pas d'interruption, 12 mois sur 12, les hommes relèvent les casiers. Ces pêcheurs ressemblent à des chercheurs d'or qui auraient trouvé le filon. Chaque langouste leur est payé 50 francs. La moyenne s'établit autour d'une centaine par mois,
ils sont assurés d'un revenu de plus de 5000 francs. Un revenu extraordinaire dans un pays comme le Chili. Nous vivons tous de la pêche à la langouste et de la vente du poisson salé. Et ça mord bien ici? Il y a des années où ça mord bien, où nous gagnons beaucoup d'argent. Et puis des saisons où rien ne va plus et où on réussit tout juste à survivre. Et en ce moment, ça se passe comment? En ce moment, ça se passe bien. D'ailleurs, si des compagnies étrangères qui disposent de capitaux veulent venir, qu'elles viennent. Mais avec de l'argent. Pas comme avec les compagnies d'ici. Une fois, elles payent et ensuite, pendant plusieurs voyages, elles t'oublient jusqu'au jour où elles font faillite et ne te connaissent plus. Sur cette île, les chèvres sauvages se comptent par milliers. Il apparaît donc normal aux Iliens qu'à chaque voyage de l'Aphrodite, chacun se ravitaille en viande. Cette vache revendue servira à rembourser une dette. Tandis que ce pêcheur repart, il ne supporte plus la solitude. Sa barque, son seul bien, voyagera en remorque sous sa responsabilité. Il prend la responsabilité de faire transporter son bateau sur l'autre île. Et nous le prenons en remorque? Oui, nous l'emmenons, mais sous sa responsabilité. L'heure du départ a sonné. Après 24 heures d'escale, les marins de l'Aphrodite vont repartir. Si tout va bien, dans 4 semaines, le bateau repassera. Mais rien n'est moins sûr. Chacun sait là-bas que l'hiver dernier, ils ne l'ont pas vu pendant 4 mois. 4 mois pendant lesquels chacun a prié pour que la maladie l'épargne. Car perdu au milieu du Pacifique, sur la route de l'île de Pâques, cette île a un parfum de bout du monde. Un réel parfum d'île oubliée.